Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Un journal que nous débuterons à Anote dans les Alpes de Haute-Provence à la découverte de la maison de Delphine. Cette structure spécialisée portée par l'association Monaco Disease Power accueille des personnes en situation de handicap. Elle a reçu la visite du prince Albert II et nous y étions. Un geste simple ô combien important pour les bénéficiaires de l'association Aide Humanitaire Sapeurs-Pompiers de Menton. Elle s'est vue remettre un camion pour l'aider dans ses missions auprès des personnes dans le besoin. L'effervescence grimpe petit à petit à l'approche des qualifications du E1 Series en principauté. Immersion ce soir avec le team Monaco. Et puis la carte postale fait de la résistance à l'heure du tout numérique. Des millions de cartes continuent de voyager d'une boîte aux lettres à une autre. Comment ce petit bout de carton illustré continue d'avoir autant de succès ? Antoine Moulin, PDG de Feezer, tentera de décrypter avec nous cette tendance. Et enfin, dans ce JT, nous reviendrons sur les différentes animations proposées tout au long de l'été en principauté pour occuper les plus jeunes. Et direction les Alpes de Haute-Provence pour débuter ce journal dans le charmant village d'Anote où le prince Albert II a inauguré mercredi la maison de Delphine. Il s'agit d'une structure d'accueil dédiée aux adultes en situation de handicap qui vient compléter une offre déjà présente grâce à l'association Monaco Disease Power. Le reportage sur place de Chrisinda Petit-Homel et Lionel Bernardi. 9 chambres avec salle de bain privative, 2 grands espaces de vie communs, la maison de Delphine a été pensée comme un véritable chez-soi. Ici, des adultes en situation de handicap vivent en colocation tout en bénéficiant d'un accompagnement éducatif adapté. Une réponse concrète aux besoins des familles lorsque leurs enfants deviennent adultes. Le fait d'être sur des modules aujourd'hui petits, moi personnellement je pense que c'est aussi un petit peu l'avenir pour mieux vivre en tant que personne avec un handicap ou même pourquoi pas pour des personnes vieillissantes. L'intérêt c'est qu'on est ici au centre de la ville et l'objectif c'est de pouvoir être en osmose avec eux, être accepté par la ville et inviter aussi les gens à venir nous rencontrer. Le fait d'être petit, c'est léger, c'est souple en fait, on n'est pas une grosse unité, en fait ça sera toujours au maximum 10 personnes et pour se déplacer, pour créer des projets, pour faire, là nous faisons toujours des ateliers cuisine, ils font de la poterie, ils sont dans la ville, donc on est plus facilement mobile aussi dans nos projets. En fait on est souple, on est je dirais totalement libre de créer ce que l'on veut créer. Pour donner vie à ce projet, l'association Disease Power a pu compter sur le soutien de la fondation Cuomo. Fidèle partenaire depuis 2013, elle a financé la construction de cette nouvelle maison. Les projets que les enfants, ou s'ils sont plus enfants, les jeunes, ils peuvent loger, parler s'ils peuvent entre eux, être assistés vraiment avec des personnes compétentes et très proches et vivre comme des personnes, je ne vais pas dire normales, parce que pour moi, l'handicap, ce n'est pas quelque chose qui rend une personne différente de l'autre. Cette structure représente également un atout pour Monaco en offrant une solution d'accompagnement à proximité. Monaco est un territoire contraint, on n'a pas forcément l'espace de créer toutes les structures dont on a besoin. Et je trouve que cette association, avec cette maison d'amis, cette maison de Delphine maintenant, réalise un travail extraordinaire, nous permet de trouver des solutions de remplacement à ce que l'on ne peut pas concrètement réaliser à Monaco. Donc oui, c'est un projet, je trouve, extrêmement humain, qui est réalisé grâce à la générosité de donateurs, qui permet comme ça de faire vivre de nombreuses personnes dans des conditions exceptionnelles. Au cours de sa visite, le prince Albert II s'est également rendu à la maison d'Amélie, située à quelques minutes de la maison de Delphine, où il a rencontré les résidents en villégiature, ainsi que les équipes qui les accompagnent au quotidien. Et si Amélie porte le prénom de la fille de Muriel, Nathalie Laure, pourquoi avoir choisi celui de Delphine ? Tout simplement en hommage à la sœur de Karel Traverso, disparue prématurément alors qu'elle était encore toute jeune. Aujourd'hui, la maison de Delphine porte donc son prénom et la structure accueille à ce jour 5 résidents. L'association Disease Power espérant recevoir un 6e habitant dans les prochains mois.
Autre exemple de solidarité avec la remise d'un camion à l'association Aide humanitaire Sapeurs-Pompiers 06 Menton, un don rendu possible en partie grâce à la générosité de la Principauté de Monaco. Le prince Albert II a apporté son soutien à cette opération. Les détails de Fabien Bonilla et Arnaud Imbert. Aide humanitaire Sapeurs-Pompiers 06 Menton a été créée il y a 36 ans lors de la Révolution roumaine. Depuis, l'association est intervenue de nombreuses fois durant des tremblements de terre, des tsunamis ou encore des inondations, comme pour la tempête Alex dans l'arrière-pays niçois. Un nouveau camion frigorifique a été financé en grande partie par la Principauté. Le prince Albert II, accompagné du ministre de l'Intérieur, est allé à la rencontre des membres de l'association. Le souverain a ainsi pu découvrir le nouveau camion. Actuellement, nous, on s'occupe beaucoup des familles en difficulté sur le pays mentonnais et sur la Roya Bévéra. D'où la nécessité de ce nouveau camion pour nourrir les 83 familles actuelles, alors qu'il y a quelques années en arrière, on était passé avant la tempête Alex. On n'avait que 20 familles. Ça nous permet d'aller à la banque alimentaire, de prendre un volume plus gros. Je rappelle quand même que la nourriture, on l'achète nous. Et elle est revendue pour un panier symbolique de 5 € à des familles en difficulté. L'ancien camion à gauche était devenu trop petit pour les besoins croissants. Après 20 ans de bons et loyaux services, il servira encore, mais il est remplacé au quotidien par ce nouveau camion frigorifique de 12 mètres cubes, plus grand et qui possède en plus un congélateur. Pour la 3e année consécutive, Monaco accueille ce week-end une manche du championnat du monde de Iwan, un championnat qui rassemble des bateaux de course 100% électriques. Avant les qualifications prévues demain, les équipes engagées ont effectué aujourd'hui leur dernier test. Parmi elles, le Team Monaco qui porte, comme son nom l'indique, les couleurs de la Principauté. Gaëtan Lebrun et Camille Caloni ont suivi les pilotes dans leur préparation. Regardez. À la veille des qualifications, les préparatifs se sont intensifiés dans le paddock du championnat du monde Iwan. Dès l'ouverture des garages ce matin, les ingénieurs de la Team Monaco ont passé chaque détail au crible. Vérification technique, dernier réglage et mise à l'eau du Racebird. Rien n'a été laissé au hasard avant la séance d'essai. Le but, c'est de calibrer le bateau et les foils. C'est comme c'est un objet volant. En fait, il faut recalibrer tous les foils à zéro et pour que ça soit bien aligné et pour que le bateau ait un meilleur vol. C'est vrai que pas tous les teams le font et on voit vraiment la différence, surtout ici où l'eau elle est vraiment technique. Plus le bateau il sera bien optimisé, plus on arrivera d'avoir de la performance. Sur l'eau, le bateau 100% électrique a une nouvelle fois impressionné. Grâce à ses foils, il s'est élevé au-dessus de la surface dès qu'il a pris de la vitesse. Ces essais ont aussi permis à Maxime Nocher et à sa coéquipière Oban Duncan de commencer à tester les limites du bateau. Alors on a fait un test, le bateau vole très bien, du coup on a bien travaillé dessus, mais on a quelques réglages encore avec le moteur. On a un problème, on manque un peu de puissance et du coup là on le ressort de l'eau et on va essayer de voir avec les data qu'est-ce qu'on peut améliorer pour retrouver cette puissance. Cet après-midi, la première test c'est vraiment retrouver des sensations, comprendre la mer ici, et la deuxième c'est on va essayer de commencer à pousser et d'aller au maximum pour retrouver les limites du bateau. Et comme ça, demain, arriver en qualification avec un bon ressenti. Mais ici, c'est pas comme le circuit de Formule 1. Le truc, c'est que d'un jour à l'autre, tout peut évoluer. Les conditions, le vent, la météo. Et du coup, même si on fait des bons temps aujourd'hui ou des mauvais temps, ça ne veut pas dire que demain, on sera ou premier ou dernier. C'est vraiment changeant. Les qualifications débuteront demain à 14h et la Team Monaco a bien l'intention de briller cette année devant son public. C'est un rituel de vacances qui a marqué notre enfance. La carte postale fait de la résistance. Rappelez-vous ces quelques lignes que l'on écrivait sur ce petit bout de carton illustré et que l'on envoyait ensuite à la famille ou à des amis. Une tradition que respectent encore près de 2 Français sur 3 et notamment les plus jeunes. Et vous, est-ce que c'est également votre cas? Fabien Bonilla est allé à votre rencontre pour le savoir. C'est vrai que c'est des souvenirs, c'est des petits plaisirs de le recevoir, d'envoyer. C'est vrai que ça se fait plus aujourd'hui avec le numérique, mais je trouve que c'est un souvenir matériel. C'est comme les aimants sur un frigo, si je peux me permettre. C'est quelque chose où j'ai du plaisir à conserver, personnellement. Et quand vous partez en vacances, vous achetez, vous, des cartes postales? Alors, j'en achète depuis peu pour mes petites filles parce qu'elles aiment bien recevoir, donc j'aime bien leur envoyer. Comment vous choisissez les cartes postales? En fonction des enfants, ce qu'ils aiment, leur goût. Des fois, c'est même pas sur la région, c'est des cartes humoristiques, voilà. C'est le coup de cœur. Ça dépend des lieux. Il y a des fois, je mets en avant plutôt les couleurs. Typiquement quand c'est un peu abstrait, ou sinon en général les lieux emblématiques des endroits que je visite. Est-ce que les gens ici achètent régulièrement comme ça des cartes postales? Oui, tous les jours, toute la journée, on en peint.
on les compte pas. Peut-être parce que c'est Monaco, qu'il y a les timbres monégasques qui sont colorés, je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, ça se vend toujours aussi bien. Ouais. La carte postale reste donc indémodable. Elle s'adapte aussi avec son temps. C'est ce que nous allons voir avec notre invité ce soir. Bonsoir Antoine Moulin. Bonsoir Émilie, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Feather, une application qui permet d'envoyer des cartes postales personnalisées. Est-ce que, à travers votre activité, vous constatez cet engouement toujours présent pour les cartes postales ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que les pratiques évoluent puisque nous aujourd'hui on propose un service qui permet de faire des cartes postales personnalisées et c'est quelque chose vers lequel se tournent de plus en plus de personnes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un goût et peut-être même un renouveau du goût pour ce partage de nouvelles un petit peu suranné finalement avec voilà le côté délai que permet le fait d'envoyer un courrier par la poste, de devoir attendre que le destinataire le reçoive, ce qui nous sort un petit peu des réseaux sociaux et de l'ultra connectivité qu'on a de nos jours. Mais oui, ça continue à exister et même ça se maintient et même parfois ça accélère. Aujourd'hui, on vient de faire une étude avec YouGov basée sur un panel représentatif de la population française. 64% des Français continuent d'envoyer aujourd'hui des cartes postales de leurs vacances. Donc c'est encore voilà, une large majorité de la population qui continue à faire vivre cette tradition, mais en la faisant un petit peu évoluer. Oui, c'est un véritable rituel de vacances. Qu'est-ce qu'elle évoque, selon vous, cette carte postale ? Moi, je pense que la carte postale, elle évoque évidemment les vacances, l'été beaucoup, mais je pense qu'elle évoque aussi peut-être une volonté de faire une petite attention. Différemment à un message qu'on peut envoyer sur son téléphone ou sur un réseau social. Il y a voilà, cette intention de montrer, voilà, j'ai fait un petit geste supplémentaire, j'ai pris un petit peu de temps pour penser un petit mot, potentiellement mettre des petites photos personnalisées, puisque c'est ce qu'on peut faire avec l'application Feather, pour que voilà, toi qui vas recevoir ma carte postale, tu saches que j'ai pris ce temps, que j'ai pensé à toi cet été ou pendant mes vacances, et que voilà, je voulais que tu aies ce souvenir et que tu puisses le conserver surtout. Et comme vous l'avez dit, elle résiste au temps, malgré les téléphones portables, malgré les réseaux sociaux. Hein. Oui, tout à fait. Ça résiste au temps. En fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de photos sur nos téléphones qui sont un peu noyées, réseaux sociaux, etc. Avec la carte postale, on prend une photo ou quelques photos, on décide de les imprimer, de les envoyer, et ces photos, du coup, elles vont être conservées. Elles vont être affichées sur un frigo, potentiellement mises dans un sac à main, pour être montrés. On a beaucoup de destinataires qui sont des grands-parents qui se promènent avec leurs cartes postales pour les montrer à leurs amis parce qu'ils sont fiers de recevoir des nouvelles de leurs petits-enfants. Et c'est vrai que ouais, ce souvenir qui dure, ça a une autre valeur que quelque chose de purement digital, c'est sûr. Et justement, vous servez du digital, du numérique pour perdurer cette tradition de la carte postale. Ouais, exactement. C'est vraiment le concept de Feather, c'est faire un pont entre le digital et le physique et le papier. Puisque on est une application, donc c'est une application qui pourrait ressembler finalement à un réseau social sur lequel vous pouvez créer votre propre carte postale, donc vous ajoutez vos propres photos, vous pouvez personnaliser, vous ajoutez votre petit texte au dos. La seule différence avec finalement une vraie carte postale physique traditionnelle, c'est que vous faites tout depuis votre téléphone et une fois que vous cliquez sur envoyer, c'est nous qui faisons le reste. Donc on s'occupe de réellement imprimer physiquement la carte postale, qui est du coup votre carte postale unique avec vos photos, vos souvenirs de vacances. Tout est imprimé depuis Grenoble en France et ensuite on s'occupe d'expédier dans le monde entier pour vous. Donc c'est vraiment essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est aussi facile que d'envoyer un message sur son téléphone, mais en même temps, on a vraiment une carte postale physique qui arrive dans la boîte aux lettres à la fin pour le destinataire. C'est une façon un petit peu de moderniser la pratique. Ouais, tout à fait. C'est une manière de la moderniser tout en gardant l'essentiel, c'est-à-dire voilà, un produit physique qui arrive dans la boîte aux lettres, qui est ouvert avec la petite surprise. Et c'est vrai que de nos jours, comme il y a de moins en moins de plis courriers, ça change un petit peu des factures et c'est agréable de recevoir quelque chose un petit peu sympa dans sa boîte aux lettres. Ouais. Bon, merci beaucoup Antoine Moulin d'avoir été notre invité ce soir. On précise peut-être notre adresse si vous voulez nous envoyer une carte postale. C'est le 10 bis quai Antoine Ier à Monaco. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Très bonne soirée. Au revoir. Son bâtiment offre déjà une très belle carte postale avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Tout au long des vacances, le musée océanographique propose différentes activités tout public. Exemple ce soir avec le Club Océano, un programme ludique à destination des plus jeunes pour les sensibiliser
au monde marin. Immersion dans ce reportage d'Alban Gingembre et Julien Logier. Déjà, est-ce que vous savez qu'est-ce que mangent les poissons en général ? Des moules en particulier. Des moules, ouais, on a ici. Aujourd'hui, Alice se glisse dans la peau d'un aquariologiste. Sa première mission consiste à préparer le repas pour tous les pensionnaires de l'aquarium. Ça a l'air très bien. Surtout très bon. Rendez-vous ensuite au-dessus du lagon pour nourrir les poissons. Les petits requins, ils mangent tous les jours et les grands requins, ils mangent 1 ou 2 fois par semaine. Et les éponges qui ont bien mangé, ils ont tout pris quasiment. Place maintenant à la séquence amusement. Après un petit cours sur la respiration des animaux marins, les enfants peuvent se servir de leurs connaissances pour participer à une chasse au trésor. Il y a des animaux de mer qui ont des poumons comme nous. Comme la tortue, la murène. C'est souvent des animaux qu'on ne voit pas souvent et donc que les gens ne connaissent pas beaucoup. Et donc vraiment que leur regard change et qu'ils commencent à aimer justement et à apprécier et à même s'émerveiller devant ces animaux. Pour que ça devienne des futurs ambassadeurs des océans pour transmettre aussi notre message en même temps. Et pour une immersion encore plus profonde en mer Méditerranée, l'Institut océanographique propose une nouvelle plongée en réalité virtuelle, de quoi finir sa visite en beauté. Et les activités ne manquent pas en principauté. Pour occuper petits et grands cet été, au Grimaldi Forum, des ateliers jeunesse sont proposés en lien avec l'exposition Monaco et l'automobile 1893 à nos jours. L'occasion de plonger dans l'univers des grands prix, du design automobile ou de la sécurité routière. Le reportage de Vanessa Dessy et de Jean-Alexandre Dordet. Créer, imaginer, dessiner. À l'occasion de l'exposition de l'été au Grimaldi Forum, les plus jeunes sont invités à découvrir les secrets du design automobile à travers des ateliers créatifs, une initiation ludique pour comprendre comment naissent les lignes des voitures qui font rêver. On travaille sur le design de l'automobile et l'évolution. Donc les enfants travaillent avec de l'argile et on passe au 3D. On travaille vraiment le volume avec les détails, les roues, les ailerons. Voilà. Donc l'idée c'est qu'ils créent eux-mêmes leur propre voiture. C'est quelque chose qui permet d'aller chercher, on va dire, de l'autonomie chez les enfants au niveau des apprentissages. Et puis en fait on est satisfait du résultat quoi qu'il en soit. Et il n'y a pas de contraintes. Donc c'est ça qui est beaucoup plus facile pour les enfants et ils adorent l'argile. Ouais. Les ateliers jeunesse rencontrent un véritable succès auprès des visiteurs. Les enfants curieux et enthousiastes laissent libre cours à leur imagination. J'ai appris que les Formule 1 elles vont très vite et aussi qu'elles roulent encore plus vite que des voitures. Je suis en train de faire la voiture de Charles Leclerc. Je fais des points, je fais des vagues. Je fais des motifs sur les roues, je fais des motifs sur la voiture. Une voiture des princesses. Je fais le spoiler, je fais les lumières, et je fais où le bruit il va, je fais les roues, après je fais où il s'assoit. Une expérience ludique et pédagogique pour découvrir autrement l'univers automobile. Les places étant limitées, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant via le site internet du Grimaldi Forum. Intéressons-nous à présent au salon annuel du Comité national monégasque de l'AIAP. Ce rendez-vous présente actuellement les œuvres d'une 50aine d'artistes sélectionnés par l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. Tous se sont inspirés du thème de la fragilité. Alexandre Olivier et Lionel Bernardi vous font découvrir les différentes créations proposées à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Un seul mot, fragile. Ce thème a évoqué chez les 54 artistes présents une fragilité particulière. Parfois dans son sens le plus large, comme la fragilité de la vie, montrée par l'artiste Betty Graffiti, et des thèmes plus spécifiques ont été abordés tels que la culture, la nature ou les relations sociales. Chaque artiste a souhaité décrire sa propre vision. Donc le travail sur cette œuvre qui était liée à la fragilité de la culture, c'est un hommage à Bernard Pivot. Et l'idée que j'ai développée, c'est que là en fait c'est l'écran de télévision qui est en veille, car l'émission Beyond Culture s'est arrêtée, mais c'est surtout l'animateur qui est décédé. La télécommande qui représente la fin de son émission et de l'écran en veille. Mon idée, c'était d'évoquer la rencontre fugitive d'une libellule sur un étang avec un nénuphar
Alors tous les deux sont en voie de disparition à cause du réchauffement climatique et de la pollution. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est la fragilité de l'enfance qui n'a pas pu se développer parce qu'il y a eu le crime de l'abus, quel qu'il soit, sur l'enfance. Donc c'est une enfance interrompue. Donc là, je les ai représentés avec du plastique de fleuriste pour montrer que c'est un contenu qui n'a plus d'intérieur. Stefania Angelini, présidente de l'IAP de Monaco, a participé au choix du thème du salon et à la sélection des artistes présentés. La salle d'exposition elle-même a été la source d'inspiration pour le choix du thème de cette année. On savait qu'on allait hériter d'une salle un petit peu en friche et donc on s'était dit peut-être de lancer les artistes sur cette thématique qui peut être prise dans une acceptation très très large. Ça aurait pu fonctionner avec la salle et l'état de la salle, donc qui est assez brut. Donc on a ce côté très brut, des œuvres qui fonctionnent sur soit des contenants, soit des contenus fragiles. On déploie la vision de la fragilité autour de chaque pièce différemment. L'exposition est destinée aux petits comme aux grands. Elle est à visiter gratuitement de 14h à 18h du 16 juillet au 2 août 2026. Et nous vous rappelons que l'ensemble des manifestations culturelles en principauté est à retrouver sur le site internet culture.mc. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, les prévisions météo d'Alban Gingembre. Notre photographe Manuel Vitali vous envoie ses plus belles cartes postales de la principauté. Demain, retrouvez Sarah Nkari à la présentation de votre JT. Très belle fin de semaine à tous sur Monaco Info. Bonsoir à tous, des nuages un peu plus nombreux dans le ciel, mais toujours du soleil et de la chaleur à Monaco. Les températures seront comprises entre 25 et 30 degrés. Soyez vigilants face à la canicule qui n'épargne pas la principauté. Hydratez-vous régulièrement, protégez-vous et évitez les expositions prolongées au soleil. Demain, vendredi 17 juillet, pensez aux Charlottes, c'est leur fête.